résister, Christine, à vous poser la question complètement foot de ce week-end. En France, un test a été accepté par la FIFA. Explication de la décision prise par l'arbitre dans le cadre et uniquement dans le cadre, c'est important, de l'intervention du VAR. Sera sonorisé donc pour les joueurs, les spectateurs, les téléspectateurs, les auditeurs qui suivront encore leur match à la radio. Que pensez-vous de la sonorisation partielle de ce que disent les arbitres, comme la FIFA l'a accepté le test en France, Christine? Je sais que vous pratiquez un autre sport au commentaire aussi, hein, pour les distraits ou les distraits, dans lequel on utilise cette sonorisation des arbitres. Oui, exactement. On entend, mais c'est une autre approche de l'arbitrage depuis toujours dans le hockey. Et donc, je vous dirais que ça rajoute une couche de surinterprétation. Ça va encore amener d'autres discussions. Ça ne va pas régler le problème. C'est plus global que ça. Oh, mais je vous sens. J'ai vu la réaction. J'ai vu la réaction dans les tribunes des dirigeants sur Union Standard. Oui, on en a parlé et on a eu l'interview de Pierre Locht à l'issue de ce match, qui s'est excusé auprès de l'arbitre. Je n'ai pas entendu, désolé. Il s'est excusé. J'imagine, voilà. Ouais. Alors malheureusement, le football est épidermique. Le football rend les gens dingues, et donc il a commencé par les partisans. Et il n'y a pas moyen de prendre un peu de recul, donc je ne sais pas quelle est la destinée du foot en fait. Mais les explications en haute voix, claires, loud and clear comme on dit en anglais, donc clair et fort pour tout le monde, ne peut pas aider à calmer parfois les émotions. Ça va les aggraver, si je peux utiliser ce mot, Christine, si je vous entends bien. Mais aujourd'hui, on a eu un bel exemple du fait que quand c'est bien géré, par exemple, je parle de la rencontre Bruges-Anderlecht, quand c'est bien géré, il n'y a pas besoin d'avoir les explications. Quand c'est bien géré la semaine dernière dans le derby brugeois, il n'y a pas besoin d'avoir les explications. D'ailleurs, la gestuelle c'était Monsieur Lardo la semaine dernière envers Thiago était assez claire. Je ne crois pas que c'est la parole qui va arranger les choses dans le foot. Bon, il y a eu une réaction ici en studio, c'était le rire de notre consultant Joachim Mononga. Donc, explication de ce rire, Joe. Non, c'est parce que vous connaissez bien Christine. Oui, il y a déjà de ça aussi, mais il y a surtout aussi parce que je pense qu'elle a raison quand elle dit que le football rend les gens c'est épidermique, quoi, et que les acteurs en premier lieu, vous savez. Le VAR, rien quand vous voyez le moment du VAR, les joueurs qui viennent, ils savent pertinemment très très bien que ça va être jugé que sur des images vidéo, mais ils tentent quand même, pendant que l'arbitre attend la réaction des arbitres à Tubize, ils tentent quand même de l'influencer. L'arbitre est juste en train d'attendre en fait, mais ils tentent quand même de discuter avec lui. Attention, t'as vu ce qu'il fait? Non, je pense pas que ça va changer aussi, mais sur des phases clés comme le VAR, moi je suis quand même pour, parce que je pense que ça va donner un sentiment de clarté, peut-être pas aux acteurs parce qu'ils sont trop proches du terrain pour et n'ont pas un recul suffisant que pour apprécier le supplément d'information, mais pour le spectateur dans la tribune, je pense que ça va faire du bien. Il y a un exemple, Christine, pardon, je comptais pas faire aussi long sur ce sujet, mais j'aurais dû y penser tout à l'heure avec Alexandre Boucaud. J'imaginais les supporters anderlechtois tout à l'heure dans ce topper, vous y étiez donc, et l'annulation sur le but sur l'assise de Torgan Hazard. Est-ce que dans les tribunes, avoir une explication claire de ce qui s'est passé, parce qu'ils n'ont pas le ralenti, ils ne peuvent pas voir et revoir à l'envi ce qui s'est passé, pas comme nous devant l'écran, on a vu clairement qu'il y avait ce bras pour le contrôle avant la passe. Est-ce que ça peut pas quand même aider aux réactions épidermiques dans le stade? Je souris parce que j'ai envie de vous dire que j'ai réponse à tout. Non mais allez, le nombre dans les gradins, le nombre qui ouvrent leur téléphone et qui regardent les images. Voilà. Bon. Christine Schraeder. Enfin, mais si, allez, ça part d'une bonne intention. Allez, merci. Oui, c'est mon côté naïf, vous le savez. Mais c'est beaucoup plus profond. Non, mais moi, je suis souvent très, très naïve. Et je suis très heureuse d'avoir trouvé plus naïf que moi. Christine Schraeder, en direct le dimanche soir dans Complètement Foot. Donc, avec Joachim Monunga, notre consultant cette semaine. Top 3 Diable Rouge. Christine, quel est votre trio diabolique sur les prestations de nos Belges ou de nos Diables ce week-end, ou par extension cette semaine? Ouais, alors en préambule, ça n'a pas été très folichon pour le week-end des Diables. Hein. Oui. Vous venez d'ailleurs d'annoncer, par exemple, que Charles de Ketelaar a quitté la rencontre à la mi-temps. Bon, rien de grave, hein, et
voilà, sa première mi-temps, somme toute, était une première mi-temps normale, sans coup d'éclat, mais sans baisse de régime non plus. Voilà, c'est une rencontre un peu au petit trot entre Milan et l'Atalanta jusqu'au moment où je l'ai suivi. Mais il y a énormément de joueurs. Je pense notamment à Arthur Théâtre, qui n'était pas titulaire pour le déplacement au PSG. Onana n'était pas titulaire avec Everton, il est monté au jeu. Doku KDB n'était pas titulaire. Trossard n'était pas titulaire. Bourneau a disparu pour le moment, alors qu'il me semblait que certains commençaient à s'enthousiasmer à son sujet, mais jusqu'à présent, donc apparemment il est blessé, mais jusqu'à présent il n'a que 9 titularisations en championnat. Hein. Sébastien Bourneau, donc le défenseur central. Vranks ne jouait pas, enfin n'était pas titulaire. Grande question autour du mouvement de Dendoncker à Naples, puisqu'il ne joue jamais. Donc il ne joue pas là quand il se déplace à Cagliari. Et puis alors, il y a ceux qui ont quand même joué. Donc je vais mettre en avant, il est sorti du banc. C'est sa plus grande force, définitivement. C'est Michy Batshuayi, qui a marqué le but de la victoire pour Fenerbahçe, qui prend provisoirement la tête avant que le Gala joue demain. Et donc, il a un ratio en championnat d'un but toutes les 59 minutes. Il est dans sa stade de performance. Et encore mieux... Ah oui, parce qu'attention, Joe, il n'a qu'une seule titularisation en championnat. Et donc, encore mieux, en coupe, c'est toutes les 30 minutes. Parce qu'au total, il est en état, toute compétition, à 18 buts cette saison. Alors que le gars, il n'est pas titulaire en championnat. Waouh. Mais il est titulaire en Conference League. Attention à l'Union. Quel talent. Oui, attention, l'Union, on a déjà évoqué ce tirage au sort. J'ai cru qu'on allait tourner au flop 3 Diable Rouge de Christine Schröder. Non, parce que... mais quand même. Non, et je les aime, hein. Et, attendez, je frappe le cœur, tac, 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 tac. J'en ai trouvé un autre, évidemment. J'ai regardé hier, et je ne me base pas que sur quoi je regarde, parce que je pourrais quand même pas regarder 23 matchs par week-end, même si certains jouent dans la même équipe. Timothy Castagne, en déplacement à Manchester United, victoire de Fulham, une bien jolie équipe, hein, qui n'a pas toujours été remerciée par ses belles prestations au niveau du score. Mais là, ils ont fait fort. Ça témoigne bien que Manchester United, c'est vraiment un gros problème cette saison, plus que jamais. Mais pour la régularité, Timothy Castagne, gros match. Et un peu passeur décisif par hasard, mais comme dans une phase basket, sur une forme de rebond. Il est là sur un coup de coin et donc le ballon est frappé par son attaquant sur lui, mais du coup lui revient. C'est comme une sorte de 1-2 en rebond et le but est marqué, mais il a fait une grosse partie. Et ce qui est toujours, moi qui m'impressionnera toujours et qui restera toujours, c'est la capacité de Timothy Castagne à faire les courses jusqu'au bout des 90 minutes et plus, hein, parce que il pousse offensivement aussi et il est présent défensivement. Il a joué quelle position, Christine ? Arrière droit. Là, il joue régulièrement à sa position. Donc, dans une défense à 4, arrière droit. Ça fait 2. Qui est le troisième, Christine ? Alors là, attention. Surprise. Suspense. Torgan Hazard. Vous faites beaucoup rire Joachim Moulouga aujourd'hui. Non, parce que c'est bien amené. Je trouve ça délicieusement bien amené. Pourquoi ce choix ? Est-ce qu'il n'a pas été fantastique ? Il a été bon. Alors, il a été bon. Donc il a une forme de liberté qui, sur le terrain, et il nous l'a dit aussi à l'interview après, donc c'est accepté, c'est voulu par Brian Rimmer. Moi, je ne vous cache pas que parfois je me dis, mais attention, ils prennent des risques énormes, puisqu'ils ouvrent un flanc. En plus, aujourd'hui, ils ouvraient le flanc de Keuper-Scovolsen. À la limite, c'est à se demander si Bruges n'avait pas peut-être plus l'idée d'aller chercher par là aussi pour aller perturber Anderlecht, surtout que c'était Augustinsson face à eux. Mais donc, il a pris cette liberté et en deuxième mi-temps, il est monté en puissance dans la rencontre et par sa créativité, cette libre créativité, il amène les offensives. Et puis parce qu'il a le caractère aussi pour maintenir l'équipe dans le match. Et notamment, je faisais référence au Standard Anderlecht de première partie de saison. Il avait, dans ces matchs-là, déjà montré tout son talent aussi. Là, on voit que c'est un joueur qui vient de Bundesliga et qui est revenu en Belgique en ayant joué des saisons à un très haut niveau.
Moi, ce qui m'impressionne chez Torgan, c'est son abnégation, parce qu'il a été, il y a quelques fois où il n'était pas en réussite, mais là, pour reprendre les termes de Christine, et qui sont totalement justifiés, c'est un leader technique sur le terrain. Il est vraiment cette locomotive pour le Sporting d'Anderlecht. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, ce Torgan Hazard qu'on devait sortir à 60 minutes de jeu à chaque fois parce qu'il n'était pas encore prêt. Et quand on voit le volume de jeu qu'il propose aujourd'hui, on se dit quand même que du côté du Sporting d'Anderlecht, on a bien travaillé parce qu'on l'a vu pousser et continuer les assauts jusqu'à la dernière minute. Je me dis qu'il y a quand même un beau travail qui a été fait par Torgan Hazard et aussi par le staff du Sporting d'Anderlecht. Mais c'est vrai que ce Torgan Hazard, comme aujourd'hui, me plaît beaucoup, moi. Et peut-être, est-ce qu'il y a une place pour lui ou pas? Attention à voir si de fait son physique va tenir jusqu'au bout, mais est-ce qu'il accepte peut-être aussi d'y aller en n'étant pas assuré du tout d'être titulaire? Est-ce qu'il y va en tant que cadre justement, mais en pouvant rendre de bons services? Et peut-être aussi par le fait qu'il a cette liberté sur le terrain aujourd'hui qui peut peut-être lui permettre d'être positionné comme deuxième attaquant, ou en tout cas derrière... pas deuxième attaquant, mais vous m'aurez compris, derrière l'attaquant. Donc dans un rôle un peu hybride de 10 d'aujourd'hui, qui n'est plus un vrai numéro 10 à l'ancienne. Merci beaucoup Christine pour ce top 3. Dans quel ordre? Torgan Hazard en 3 ou vous l'avez fait dans quel ordre? Torgan Hazard en 3, donc Batshuayi en 1, Castagne en 2 et Hazard en 3, parce qu'Hazard n'est plus du tout dans la sélection de Domenico Tedesco. Donc je parle d'ancien diable. Merci Christine.